Le Real Madrid, on connaît. C'est un club qui rime avec succès. Mais en ce moment, l'équipe traverse une vraie zone de turbulence. Et au milieu de tout ça, il y a le nouvel entraîneur, Xabi Alonso, qui est face à ce qu'on peut appeler son tout premier vrai test. Quand une légende du club comme Karim Benzema dit ça, forcément ça donne du crédit. La réputation d'Alonso semble solide. Mais on va le voir, les compliments, ça ne suffit pas toujours pour affronter une tempête. Et tout ça, ça part d'un seul événement. Un seul pépin, une blessure qui va déclencher une véritable réaction en chaîne et qui va mettre à l'épreuve toute la solidité de l'équipe. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Comment est-ce que cette crise a commencé ? Le point de départ, le catalyseur, c'est la blessure d'un joueur absolument essentiel, au pire moment possible, pendant la trêve internationale. Pour bien comprendre la situation d'Alonso, il y a un mot qui est parfait, chantier. Un chantier, c'est quand tout est à refaire, à reconstruire, et le problème pour lui, c'est qu'il n'y en a pas qu'un seul à gérer, mais plusieurs en même temps. Le tout premier domino qui tombe, c'est lui, Militao, le roc, le pilier de la défense madrilène. Son absence est déjà un gros coup dur, mais ce n'est que le début. Le vrai souci, c'est l'effet boule de neige que cette seule blessure va provoquer dans tout le reste de l'équipe. Et voilà donc le premier gros chantier pour Alonso. Il doit complètement reconstruire sa défense centrale, et il doit le faire maintenant, en pleine saison, avec les matchs qui s'enchaînent. Avec Militao sur le flanc, Alonso n'a pas vraiment le choix. Il est obligé de se tourner vers deux jeunes espoirs, Raúl Asensio et Ousmane. Une décision qui pourrait bien marquer un tournant et peut-être même entrer dans l'histoire du club. Pour se rendre compte de l'ampleur du défi, 21 ans. C'est la moyenne d'âge de cette nouvelle paire de défenseurs centraux. 21 ans. C'est incroyablement jeune pour un poste avec autant de responsabilités, surtout au Real Madrid. Du coup, la question est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on est en train d'assister à un coup de maître, une promotion forcée de la jeunesse qui va s'avérer payante, ou est-ce que c'est un pari énorme, un pari ultra risqué qui pourrait se retourner contre lui ? Mais attention, les problèmes en défense ne s'arrêtent pas à l'axe central. Non. On va se décaler un peu sur le flanc droit, où un autre chantier, un autre casse-tête attend Xabi Alonso. Au milieu de cette cascade de blessures, il y a une opportunité en or qui se présente pour Trent Alexander-Arnold. C'est sa chance, le moment ou jamais pour lui, de faire taire toutes les critiques et de montrer enfin pourquoi le Real est allé le chercher. Et l'effet domino, il continue sa course. Après la défense, c'est le milieu de terrain qui est touché. Et là encore, une nouvelle absence met une pression immense sur un joueur au talent fou, mais à la carrière qui peine à décoller. On parle bien sûr de l'énigme Camavinga. Avec l'absence de Tchouaméni, il a une occasion unique, une voie royale pour enfin s'imposer. Pour lui, c'est simple, c'est maintenant ou jamais. S'il n'y arrive pas cette fois, son avenir au club pourrait être sérieusement remis en question. Bon, on a vu la défense, le milieu, mais tout ça c'est presque anecdotique à côté du vrai casse-tête d'Alonso. Le problème numéro 1, le trou noir de l'équipe, le poste d'ailier droit. Franchement, ils ont tout essayé pour combler ce vide. Brahim, ça n'a pas pris. Le jeune Mastantuono, trop tendre. Rodrigo, il a le moral dans les chaussettes. Et Valverde, il a été très clair, il ne veut pas jouer là. Bref, c'est une impasse totale. Alors face à ce mur, une question a été posée directement aux supporters. Quelle est la solution ? Qui est-ce qu'ils veulent voir sur cette fameuse aile droite ? Et la réponse, comme on va le voir, est pour le moins surprenante. Regardez ça. 51%, donc plus de la moitié des votants, ont répondu « personne ». La réponse est sans appel. Pour les fans, le message est clair. Le problème, ce n'est pas de trouver le bon joueur, c'est le poste lui-même qui ne fonctionne pas dans le système de jeu actuel. Et ce verdict des supporters, il ouvre la porte à une solution complètement radicale. Une idée un peu folle. Si on ne peut pas trouver de joueur pour le poste, pourquoi ne pas tout simplement supprimer le poste ? Et voilà donc la proposition. Un passage à une formation en 4-2-2-2. En se passant d'un ailier droit traditionnel, ce système permettrait de capitaliser sur les forces des joueurs qui sont là et donc de transformer une énorme faiblesse en une nouvelle organisation tactique. Au final, toute cette série de défis force la main de Xabi Alonso. Il est obligé d'innover. C'est une véritable épreuve du feu, un test grandeur nature. Est-ce que cette crise va forger une équipe plus forte, plus adaptable ? Ou est-ce qu'au contraire, elle va exposer ses failles les plus profondes ? L'avenir du Real Madrid d'Alonso se joue littéralement maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment brûlant pour tous les fans du Real Madrid. Les chantiers qui attendent le nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Et en se basant sur les analyses d'experts qu'on a pu lire, on comprend vite que son job, ça va pas juste être de la tactique. C'est un vrai casse-tête. Humain, stratégique. Notre mission, c'est de décrypter ce qui se joue vraiment dans les coulisses du club.
Oui, et le mot chantier, il est peut-être même un peu faible. Xabi Alonso, il arrive avec une aura incroyable, c'est vrai, mais il hérite d'une situation où tout est en mouvement. On est presque plus dans la construction en pleine tempête que dans la rénovation, en fait. Chaque décision, que ce soit un remplacement pour un blessé ou une simple déclaration, va être scrutée et aura un impact immédiat. C'est une phase d'expérimentation. D'accord, alors entrons directement dans le concret. Le premier problème, c'est la défense. Ça ressemble un peu à un champ de ruines. Les sources sont claires. Eder Militao est blessé. Absent pour 2, peut-être 3 semaines. Ça veut dire qu'il rate Elche, l'Olympiakos, Gérone, l'Athletic Club aussi. Oui, des matchs importants. Et on espère le revoir juste avant le choc contre Manchester City. Mais la vraie question, c'est dans quel état? On revient pas d'une blessure comme ça en claquant des doigts. Non, c'est un coup très dur. Il faisait un excellent début de saison. Sa absence, ça force une réorganisation totale, immédiate. Mais ce qui est fascinant, et c'est souvent le cas dans les crises, c'est que ça ouvre la porte à une situation complètement folle. On va très probablement voir s'installer une charnière centrale 100% inédite. Laquelle? Raoul, Aseno et Houssen. Pour eux, c'est l'opportunité d'une vie qui se présente comme ça, d'un coup. Attends, je suis en train de relire un truc dans nos notes en même temps que tu parles. Aseno a 22 ans. Houssen en a 20. On se rend compte de ce que ça veut dire. On parle potentiellement de la charnière centrale la plus jeune de toute l'histoire du Real Madrid. Exactement. C'est ça qui est dingue. C'est dingue, c'est complètement dingue. La question c'est, est-ce que c'est un coup de génie forcé par les événements ou une prise de risque qui pourrait coûter très très cher? C'est toute l'ambiguïté de la situation. Et le problème, il ne s'arrête pas là. L'incendie, il n'est pas juste dans l'axe, il s'étend sur tout le flanc droit. Carvajal est toujours absent, ce qui laisse un boulevard, comme le dit une de nos sources, au latéral Trent. C'est maintenant ou jamais pour lui. Voilà. Le souci, c'est que ses premiers pas ont été, pour rester poli, très décevants. Mais on le connaît, Trent. Offensivement, c'est l'un des meilleurs du monde. Ses passes sont légendaires. Mais défensivement, c'est pas une assurance tout risque, loin de là. Le mettre sur un côté où, comme on va le voir, il n'y a pas d'ailier pour l'aider, c'est pas un peu lui tendre un piège? C'est exactement le risque que le staff mesure. Et les échos du vestiaire qu'on lit dans nos sources sont assez inquiétants. Certains cadres auraient du mal avec son implication, comme s'ils ne mesuraient pas encore la pression de ce maillot. Ah oui, quand même. Mais en même temps, le club n'a pas le choix. Ils espèrent que la nécessité va le forcer à élever son niveau. Les prochains matchs, contre des adversaires a priori plus faibles, c'est un peu sa dernière chance. Il doit prouver qu'il peut être plus qu'un simple contre-attaquant. Et la plus grande victime de cette défense bricolée, c'est peut-être pas un défenseur au final. Non, c'est un milieu. Federico Valverde, le couteau suisse de l'équipe. Il va devoir se cloner, c'est ça, hein? Avec Tchouaméni absent en plus, son rôle devient un casse-tête à lui tout seul. Est-ce qu'Ancelotti va le sacrifier en double pivot avec Camavinga, juste pour mettre du béton devant cette défense? Ou est-ce qu'il va le décaler à droite pour servir de garde du corps à Trent? Et quelle que soit la décision, ça met une pression monstrueuse sur Eduardo Camavinga. Concrètement, on va lui demander d'être moins ce milieu box-to-box qui se projette, qui casse les lignes, et plus une pure sentinelle. C'est un sacrifice. Un rôle plus ingrat. Et pour lui, la période est absolument décisive. Il commence sa 5e saison au club. Le talent, personne ne le remet en question, mais il n'arrive toujours pas à devenir ce titulaire indiscutable s'il ne saisit pas cette chance, avec toutes ses absences, pour enfin prendre les clés du milieu. Les sources sont claires. Un départ cet été est une possibilité très sérieuse. Le club ne l'attendra pas éternellement. On sent que l'étau se resserre. Mais le vrai trou noir, le point qui semble rendre tout le monde fou à Madrid, c'est ce poste d'ailier droit. C'est simple, c'est le Far West. Il n'y a personne. Brahim n'a pas su saisir sa chance, Mastantuono est jugé beaucoup trop jeune, et le cas de Rodrigo est plus complexe. Certaines sources parlent de difficultés psychologiques, le mot dépressif est même lâché. C'est fort. C'est très fort. Ça rappelle à quel point ces joueurs, qu'on voit comme des machines, sont avant tout des êtres humains qui peuvent vaciller. Totalement. Et la pression au Real Madrid est un véritable broyeur, on l'oublie souvent. C'est peut-être ça, le premier chantier d'Alonso. Être plus qu'un tacticien, être un manager humain. Mais face à ce vide à droite, la solution qui émerge des discussions d'analystes, elle est radicale. C'est-à-dire? Et si on arrêtait de s'acharner à vouloir faire jouer un ailier droit? Et si on supprimait pur et simplement le poste? Supprimer le poste? Comment ça? L'idée serait de basculer vers une formation au 4-2-2-2, une sorte de carré magique revisité. Ah oui, d'accord. Imagine un peu le tableau. Un double pivot très dense, très travailleur, avec Valverde et Camavinga. Juste devant eux, 2 milieux offensifs totalement libres, Jude Bellingham et la pépite Arda Güler. Et en pointe, un duo qui fait rêver toute la planète, Vinicius et Mbappé. C'est une refonte tactique totale. Attends, un carré magique comme ça, c'est très séduisant sur le papier. Mais est-ce que c'est pas un suicide sur les côtés? On laisse des boulevards gigantesques aux latéraux adverses. Contre une équipe comme Liverpool ou Manchester City qui adore écarter le jeu, ça peut être fatal, non? C'est le risque, bien sûr.
C'est le pari. Mais l'idée derrière, c'est que cette densité axiale incroyable obligerait l'adversaire à resserrer son bloc. Et la moindre montée d'un latéral adverse serait punie instantanément par la vitesse de Vinicius et Mbappé. C'est une stratégie de risque calculé, qui mise tout sur la qualité technique au cœur du jeu et la vitesse devant. C'est audacieux. Et au final, le plus grand talent d'Alonso sera peut-être pas tactique. Mettre en place un 4-2-2-2, c'est une chose. Le faire accepter par des stars comme Bellingham ou Mbappé et gérer les égos qui vont avec, c'en est une autre. Tu mets le doigt sur le vrai sujet. La tactique, c'est une chose. Mais la gestion des égos au Real, c'est une discipline olympique. Et pour illustrer ça, l'exemple de Vinicius Junior est parfait. La polémique récente avec Toni Kroos en dit long. Elle est très révélatrice. Pour résumer, Toni Kroos, légende du club, a déclaré publiquement qu'il avait souvent dû dire à Vinicius de se calmer sur le terrain, que son attitude, jugée provocatrice, finissait par pénaliser l'équipe. Venant d'un joueur comme Kroos, le message est fort. Sauf que, les sources qu'on a analysées apportent un contrepoint dévastateur. La question que beaucoup d'observateurs et même certains coéquipiers en privé apparemment se posaient simple. Où était Toni Kroos quand Vinicius se faisait insulter de singe dans tous les stades d'Espagne? Certains pensent que ce caractère, cette provocation, c'est justement son carburant. C'est sa manière de répondre, de ne pas se laisser abattre. Et c'est là qu'il faut être d'une précision absolue, parce que c'est un point crucial. Il faut vraiment faire la distinction entre la provocation sur le terrain, un dribble, une danse, un regard, qui fait partie du football. Qui fait partie du jeu. Voilà. Et les attaques racistes, qui sont des délits. Les larmes de Vinicius, en conférence de presse, il faut le rappeler, elles n'étaient pas dues à un tacle trop appuyé. Elles étaient le résultat du poids insupportable et constant du racisme qu'il subit. Mettre les deux dans le même sac, comme le fait Kroos, même involontairement, c'est brouiller le message. Et au fond, c'est faire le jeu des agresseurs. Malheureusement, oui. D'autant que ce n'est pas un cas isolé. Nos sources soulignent que l'histoire se répète. On prend le cas du jeune Lamine Yamal, aujourd'hui, qui subit un harcèlement terrible sur les réseaux sociaux. Et là, on voit toute l'hypocrisie de certains critiques qui justifiaient les attaques contre Vinicius par son attitude. Que disent-ils maintenant? Le problème, c'est pas l'attitude du joueur, c'est le racisme. Point. Et si on connecte ça à une vision plus large? On touche à un phénomène qui dépasse le cas Vinicius. Le traitement spécial, le statut à part dont bénéficient les superstars. Le cas de Kylian Mbappé, qui est beaucoup discuté dans nos sources, est un exemple parfait de cette dynamique. Oui, on s'en souvient tous. L'épisode a fait couler beaucoup d'encre. Mbappé est déclaré forfait pour un match de l'équipe de France, officiellement pour blessure. Et quelques jours après, des photos de lui apparaissent tout sourire en vacances à Dubaï. Ça a déclenché une polémique nationale. Bien sûr, sur son professionnalisme, son respect du maillot, mais l'analyse qu'on lit dans les articles est plus fine que ça. Il ne s'agit pas forcément d'un caprice de star, mais plutôt d'un privilège. Un privilège accordé en toute conscience par le sélectionneur, Didier Deschamps. D'accord. Les très très grandes stars, les Platini, les Zidane, ont de tout temps bénéficié d'un traitement de faveur. La grande différence aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux rendent tout ça public, instantané, et donc sujet à controverse. L'essentiel, dans la gestion d'un vestiaire, c'est pas qu'il n'y ait pas de privilèges, c'est que ces privilèges soient validés et assumés par l'entraîneur. C'est une décision managériale. Et il faut ajouter une dernière pièce au puzzle, le rôle des médias. Souvent, ils s'emparent de ces situations, qui en interne sont peut-être gérées et acceptées, et les transforment en polémique nationale. Pourquoi? Pour générer des clics, de l'audience, du débat. Ils créent une pression supplémentaire sur tout le monde. Absolument. Et ça devient un cercle vicieux. Pour un club comme le Real Madrid, la gestion de l'image, de la perception publique est devenue une compétence aussi vitale que la préparation physique ou l'analyse vidéo. Alors, si on essaye de tout rassembler, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le rôle d'un entraîneur de haut niveau, comme Xabi Alonso aujourd'hui, ça va bien au-delà de la stratégie. C'est un exercice d'équilibriste permanent. Il doit jongler entre des blessures, des casse-têtes tactiques et le management des personnalités complexes de stars planétaires. Et ça soulève une question de fond pour l'avenir. Quand on voit la concentration de talent et d'ego qui s'annonce dans ce vestiaire, Mbappé, Vinicius, Bellingham, est-ce que le plus grand défi du Real Madrid pour les années à venir ne sera pas de maintenir la paix et l'harmonie dans le vestiaire plutôt que de simplement gagner des matchs? Et je vais terminer avec une pensée un peu provocatrice qui émerge de ces analyses. Le départ possible d'une star comme Vinicius, ce serait évidemment un crève-cœur pour les supporters. Mais est-ce que, paradoxalement, ce ne serait pas la clé pour créer une équipe plus équilibrée? Plus cohérente. Est-ce que ça n'ouvrirait pas la porte à l'arrivée d'un autre géant, comme Erling Haaland, pour former avec Mbappé un duo d'attaque peut-être plus complémentaire et au final encore plus dévastateur? C'est une question qui fait un peu froid dans le dos, mais qui, stratégiquement, mérite d'être posée.